Les gens, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet concernant les énergies vertes, rouler en énergie propre, énergie solaire, énergie électrique, ne plus utiliser de véhicules avec les énergies fossiles, tout en sachant que ceux qui ont les moyens, ils n'utilisent pas des yachts électriques ni des jets électriques. Hein. Ils sont tous au fil, à gaz. Mais pour cela, il faut qu'on puisse connaître certaines valeurs, certaines grandeurs physiques et pouvoir les calculer, c'est-à-dire vérifier si réellement en rechargeant sa voiture chez soi avec une borne de recharge voiture électrique, si c'est économique. Donc il faut qu'on puisse pouvoir faire le calcul. Donc c'est pour ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va déjà revoir quelques formules sur les certaines puissances, parce qu'on a la puissance apparente, on a la puissance active, on a la puissance énergétique et on a la puissance réactive. Alors, juste avant de retrouver les différentes puissances que nous propose EDF, on va s'enlever une petite épine du pied, c'est-à-dire le petit K minuscule qui est devant chaque puissance, kilowatt, kilowattheure, kilovolt, kilovoltampère, tout ce qu'on veut. C'est juste un multiple de la base du disque qu'on utilise, puisqu'en électricité, on utilise les multiples, alors qu'en électronique, les sous-multiples, pour ne pas avoir à écrire des grands chiffres. C'est comme quand vous dites 1 km, ça correspond à 1000 mètres. Ça évite d'écrire 1000. Quand vous dites 1 kg, ça correspond à 1000 grammes. Donc, on utilise en électricité le kilo, le méga, le giga, le téra, comme par exemple si vous voulez acheter le disque dur d'un ordinateur, vous demandez un disque dur de 1 téraoctet, c'est-à-dire 10 puissance 12 qui correspond à 1000 milliards d'octets. Et en électronique, par exemple pour les condensateurs, on va utiliser les milli, les micros, alors plus les micros, 10 puissance moins 6, les nanos, 10 puissance moins 9, les picots, 10 puissance moins 12. Alors, un petit truc à savoir, par exemple, que le condensateur, s'il fallait trouver un condensateur d'un farad, ça serait un condensateur qui fasse la taille du globe terrestre. Donc, vous voyez qu'un farad, c'est grand. Et pour revenir au K, donc je disais que c'était un K minuscule, puisque le K majuscule correspond au Kelvin moins 1, qui est la température absolue, puisque 0 Kelvin correspond à moins 273 degrés Celsius. On a le degré Faraday aussi, mais on utilise aussi le Kelvin pour la température de couleur. C'est-à-dire que quand vous achetez une lampe, on vous dit qu'elle fait 2000 K, 4000 K, donc c'est la différente plage de couleur que va montrer la lumière en fonction justement de sa fabrication, puisque la température de couleur va de 1700 jusqu'à 10 000 Kelvin. Voilà, et maintenant on passe aux différentes puissances que nous propose l'EDF. On va voir que EDF propose plusieurs puissances qui sont pour eux théoriquement fonction de la surface de votre habitation en mètres carrés. Alors c'est-à-dire qu'ils estiment que pour une maison d'une surface inférieure à 50 mètres carrés non chauffée électriquement, donc ça ne va pas pour nous, 3 kVA suffit largement. Ensuite, une maison qui fait moins de 80 mètres carrés, ils estiment que 6 kVA suffit largement. Une maison qui fait entre 80 et 100 mètres carrés, 9 kVA, ça va largement. Et une maison qui fait un peu plus de 100 mètres carrés, 12 kVA suffit largement. Et ça, on est en monophasé. Et en triphasé, on va de 15 à 36 kVA pour une surface supérieure à 160 mètres carrés. Maintenant, on va voir le calcul à faire lorsqu'on fait sa maison. Et ce qu'il faut retenir pour pouvoir aller demander sa puissance souscrite. Alors, au niveau de la puissance, vous avez bien vu qu'ils disent que pour une maison de 50 mètres carrés, 3 kVA suffit. Mais entre nous, si moi, je suis un petit jardinier du dimanche et que j'ai une grosse maison qui fait 100 mètres carrés et que mon voisin, lui, c'est un ferronnier, pas que le dimanche, je pense que 6 kVA ou 3 kVA, ça ne va pas aller. Donc après, on peut toujours faire changer sa puissance souscrite. Même s'ils estiment qu'en fonction de la surface, quelle puissance que vous avez besoin, c'est à vous de savoir réellement ce que vous voulez. En gros, c'est de calculer la puissance de tout ce que vous allez mettre chez vous, tout ce que vous allez brancher pour faire un calcul. Mais on voit très bien que si vous faites un calcul avec tous les appareils chez vous, que vous additionnez et que vous dites, vous convertissez la puissance en watts en kVA, vous allez avoir un gros chiffre et vous allez demander un truc qui ne correspond pas. Puisque, à savoir que lorsque vous faites le bilan de puissance, que ça s'appelle, il y a ce qu'on appelle aussi le coefficient de foisonnement.
Donc, c'est un chiffre qu'on met en fonction de la simultanéité des appareils et du temps qui fonctionne, puisqu'on sait très bien un frigo, il est branché en permanence, alors qu'une machine à laver, elle va fonctionner peut-être 1 heure ou 2 heures par jour. Et même pendant le fonctionnement de la machine à laver, il y a des moments où est-ce qu'elle consomme beaucoup plus que d'autres, puisque pendant qu'elle est en train de chauffer le linge, il y a la résistance qui chauffe, qui va faire consommer fortement. Et après, lorsqu'il est en train juste de laver, par exemple, que c'est juste le moteur du tambour qui tourne, la consommation est différente. Donc, il y a tout ce calcul à tenir en compte. J'ai aussi une dame qui me disait pourquoi à sa maison, lorsqu'elle a fait un devis, un électricien lui a dit qu'il fallait mettre qu'une section de 10 mm² pour son alimentation, c'est-à-dire du point de livraison de l'EDF arrivé dans son tableau d'abonnés, alors qu'un autre électricien lui avait dit qu'il fallait mettre du 25 mm², qui n'ont pas le même prix. Alors le problème qu'il y a avec le câble, ça dépend aussi de beaucoup de paramètres. En gros, on est obligé de revenir un peu avec quelques formules. Alors, on sait que la tension U est égale à RI. On sait que la puissance P est égale à UI. Si maintenant je remplace U par sa valeur, ça me fait que P est égal à RI fois I. Ce qui fait que P est égal à RI au carré. RIOP est égal à RI correspond à la perte par effet Joule, puisque le problème qu'il y a, en fonction de la distance, parce que c'est ça le souci de la dame, en fonction de la distance de votre maison par rapport au point de fourniture de l'EDF, la distance va jouer un grand rôle. Donc, ce qui fait que si la maison est tout proche, bon, on n'a pas une grande distance, déjà on n'a pas la tranchée, on n'a pas les gaines, les grilles avertisseurs, on n'a pas tout ça à faire. Mais si la maison est loin, une maison qui se trouve par exemple à 500 mètres, 800 mètres par rapport à ton voisin qui est à 3-4 mètres, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte de notre paramètre. À savoir que R qu'on a parlé, qui correspond à la résistance, là dans mon cas ça va être du cuivre. Il faut savoir que tout matériau a ce qu'on appelle une résistivité, puisque la résistance, c'est la faculté qu'a un conducteur à laisser plus ou moins passer l'électricité. Donc, en sachant que la résistance dépend de la résistivité et d'autres paramètres, je vais expliquer, puisque la résistivité, par exemple, de chaque matériau sont différents. Plus le chiffre se rapproche des 0, plus le matériau il est conducteur. Pour le cuivre, c'est 0,0225 mm² par mètre. Et donc, la formule qui va déterminer la résistance, c'est R est égal à ρ L sur S. La résistance est égale à la résistivité multipliée par la longueur divisée par la section. Maintenant, on a vu qu'on avait besoin d'une certaine valeur de puissance chez vous. Donc, en faisant le calcul, on verra que si on a déjà la longueur, vous avez vu, voilà, le ρ L sur S. Si la maison se trouve très loin, eh ben, la résistance va augmenter. Si la résistance augmente, la perte par effet Joule va augmenter. Si les pertes par effet Joule augmentent, on aura ce qu'on appelle des chutes de tension qui ne sont pas autorisées à plus de 3% au point lumineux lorsqu'on est en alimentation BT et 6% lorsqu'on a en MTBT avec une installation avec un transport privé. Donc, vous avez vu, ça joue un peu rôle. Donc, si la distance de votre maison par rapport au compteur, vous ne pouvez pas la diminuer, c'est-à-dire rapprocher votre maison près du compteur, le seul truc qu'il vous reste à faire, c'est d'agir sur la section. Puisqu'on a bien vu R est égal à ρ L sur S. Et si j'augmente la section, je fais diminuer la résistance. Donc c'est pour ça, on peut avoir du 10 mm² en fonction, du 16, du 35, du 25, de tout ce qu'on veut, et on va augmenter. Ou parfois même, lorsque on ne peut pas faire autrement, même en mono, on demande à certaines personnes de passer du tétra et de doubler les conducteurs de façon à avoir une plus grosse section. C'est uniquement pour ça. On continue. Donc, on a bien compris qu'en monophasé, la puissance apparente S est égale à UI en volt ampère, correspond à la puissance max que peut nous fournir l'EDF, un générateur, un groupe électrogène, tout ce qu'on veut. Elle est égale à la somme vectorielle des deux autres puissances, c'est-à-dire la puissance active et la puissance réactive. Si on doit faire des calculs de puissance, elle sera toujours plus grande que les deux autres de puissance. Notre formule change un petit peu en triphasé puisqu'on a un autre facteur qui rentre en compte. À savoir qu'en triphasé, notre système est constitué de 3 courants ou tensions sinusoïdaux de même fréquence et de même amplitude qui sont déphasés entre eux 2/3 du tour sur le cercle trigonométrique, ce qui correspond à 2π/3 radians, soit 120 degrés. Alors, dans l'exemple qu'on avait précédemment, on avait une maison alimentée en 6 kVA.
Donc, pour retrouver l'intensité avec 6 kVA, on multiplie les 6 par 5. Donc, ce qui nous donne 30 ampères en monophasé. Alors qu'en triphasé, ce qu'on va faire, on va multiplier toujours le 6 par 5, ce qui nous donne 6 fois 5, 30 ampères, mais qu'on va diviser par 3. Ça va nous donner 10. Et ce ne sera pas 10 pour l'ensemble, ça sera 10 par phase, puisqu'en triphasé, on a 3 phases. Donc, avec le neutre, donc phase neutre, phase neutre, phase neutre. Et ça sera 10 ampères par phase, c'est-à-dire qu'on pourra alimenter 3 systèmes. On peut aussi faire avec la formule 6 multiplié par racine carrée de 3, 73, ce qui va nous donner 10 ampères 38. Donc maintenant, nous allons parler de la puissance active. Donc cette fameuse puissance qui va être convertie en énergie lumineuse, en énergie thermique, en énergie mécanique, tout ce qu'on veut. Et c'est justement au moment d'alimenter nos différents appareils que va intervenir ce fameux cosinus phi. Puisqu'on a bien vu que dans la puissance apparente, on n'a pas de cosinus phi, puisqu'il n'y a rien. C'est bien les dipôles alimentés sur le secteur qui vont générer ce déphasage de courant par rapport à la tension. Donc, c'est quoi? Il faut savoir qu'en électricité, on a 3 grandes familles de dipôles, que sont les résistances, les inductances et les capacités. Alors, la résistance en ohm, les capacités en farad et l'inductance en henry. Mais, sous régime sinusoïdal, on ne parle plus de résistance à ce niveau-là, on parle d'impédance en ohm. Puisque pour la résistance, bon, on sait que Z est égal à R, ça ne change pas, je vais expliquer pourquoi. Par contre, pour l'inductance, Z est égal à L oméga. Et pour le condensateur, Z est égal à 1 sur C oméga, avec un petit J nombre complexe qu'on oublie. À savoir que oméga, c'est la pulsation en radians par seconde qui est égale à 2 πf. Alors maintenant, on va soumettre notre résistance à une tension sinusoïdale, parce que tout, c'est par rapport à la tension sinusoïdale. On verra que la résistance, par contre, pour un maximum de la tension, va correspondre à un maximum d'intensité. Et pour un minimum de la tension, on aura un minimum d'intensité. Donc là, on dit que le courant et la tension sont en phase. Et donc, le déphasage du courant par rapport à la tension est de 0 degré. Et si on fait cosinus de 0, ça nous donne 1. Et c'est pour ça, dans la formule, P est égal à UI cosinus phi. Si on met 1 multiplié par un ohm, ça ne sert à rien. Donc, pour la résistance, on ne met pas de cosinus phi. Maintenant, on va attaquer l'inductance. Alors, à savoir qu'une bobine, lorsqu'on la met sous tension sinusoïdale, le courant est un petit peu fainéant. Donc, il prend un petit peu de temps pour s'établir. Alors, on parle, il prend un petit peu de temps. Résultat, c'est que la tension est déjà là. Donc, on peut voir que sur le diagramme, que le courant est décalé vers la droite d'un quart de période. C'est-à-dire de pi sur 2, qui correspond à 90 degrés. Donc, si on a une inductance pure, c'est-à-dire qui n'a pas de résistance dedans, ce qui n'existe pas, on peut dire que la tension est en quadrature avant par rapport à l'intensité. OK? Maintenant, on va prendre le condensateur. Alors, lui, le condensateur, c'est l'inverse de l'inductance, puisque lorsqu'on applique une tension à un condensateur déchargé, l'intensité, elle est déjà là, et c'est la tension maintenant qui prend du temps. La tension prend du temps, et prend du temps, le temps que ça charge. Donc, on peut voir l'inverse, c'est-à-dire que c'est décalé vers la gauche. Donc, à ce moment-là, on peut dire, si on a un condensateur pur, sans résistance, ce qui n'existe pas, on peut dire maintenant que la tension est en quadrature arrière par rapport à l'intensité, c'est-à-dire de moins pi sur 2, 90 degrés. Et si on fait cosinus de 90 degrés, plus 90 degrés, ça nous donne 0. Et si on cherche dans la formule la puissance active, P est égal à UI cosinus phi, P est égal à UI cosinus phi, c'est-à-dire multiplié par 0, on n'a pas de puissance active. C'est là qu'intervient cette histoire de puissance réactive, puisque le problème, ce sont les appareils à induction ou à l'appareil qui ont des condensateurs qui vont générer ce courant-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire qu'on aura un angle de déphasage trop important. D'où, dans certaines installations, tarif bleu, tarif vert et tarif jaune, lorsqu'ils consomment trop de puissance réactive, le DF les oblige d'avoir un facteur de puissance de 0,93. Donc, lorsqu'on consomme trop de puissance réactive, c'est-à-dire des puissances fainéantes qui ne servent à rien, mais qui posent un problème puisque ça oblige à surdimensionner le réseau, le DF nous oblige à mettre des condensateurs de compensation, puisque dans une installation, on a toujours beaucoup de trucs et des inductions inductifs, c'est-à-dire les bobines, les moteurs, les tout, donc qui, eux, on a vu qu'il y avait un déphasage de plus 90 degrés, et le condensateur moins. Donc, en jouant,
en plaçant les condensateur de l'installation, on relève le facteur de puissance pour le ramener à 0 quelque chose, 0,8, 0,6, 0 ce qu'on veut, de façon qu'on puisse avoir quelque chose pour multiplier. Alors, à savoir que les anciens compteurs marchaient que sur la puissance active, c'est-à-dire qu'ils ne tenaient pas compte des puissances réactives, et ça posait un certain souci. Donc maintenant, avec la ligne qui est nouveau, ils prennent tout en compte, tralalala, et c'est fini, tout le monde est content. Voilà, comme vous l'avez constaté, la puissance réactive est une puissance assez spéciale, mais qui nous a permis de mettre en évidence le comportement de certains dipôles soumis à une tension sinusoïdale, comme l'inductance et la capacitance. Puisque la résistance pour le fournisseur, c'est tout bénef, malgré la sobriété énergétique. Mais on peut voir que tous les appareils résistifs qui convertissent l'énergie électrique en énergie calorifique font pratiquement tous plus de 1000 watts. Par exemple, le fer à repasser, le chauffe-eau, la bouilloire, le grille-pain, les plaques chauffantes électriques avec résistance, puisque les plaques en induction, c'est notre technologie, ça utilise l'électromagnétique avec les courants de Foucault, que j'ai expliqué dans une précédente vidéo. C'est pour ça qu'il faut, pour ces plaques-là, avoir un récipient spécial, puisque si le récipient n'est pas posé dessus, la plaque ne chauffe pas. Bon, on arrête avec la cuisine. On continue. Donc, on va voir maintenant le triangle des puissances, puisque si on doit faire des calculs et qu'on a certaines puissances et qu'on nous demande de chercher d'autres, avec le triangle, on pourra retrouver. Donc, dans le triangle de puissance, on a au niveau du côté adjacent, on a le P est égal à UI cosinus phi. Ça, c'est pour la puissance active. Au côté opposé, on aura Q est égal à UI sinus phi. Et sur l'hypoténuse, on aura S est égal à UI. Donc, on peut remplacer S dans la puissance active. On peut dire que P est égal à S cosinus phi et que Q est égal à S sinus phi. Là, on voit qu'on a un triangle rectangle. Et comme on connaît le théorème de Pythagore qui nous dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on va faire que S sera égal à racine carrée de P au carré plus Q au carré. Voilà pour la puissance et on attaque le plus important, l'énergie. Maintenant, nous allons voir l'énergie électrique, la partie qui nous concerne, puisque c'est elle qui est facturée auprès de nos fournisseurs. Alors, c'est quoi? Alors, l'énergie électrique, c'est l'énergie consommée par un appareil électrique, c'est-à-dire que c'est sa puissance multipliée par son temps d'utilisation. C'est pour ça qu'on a que E est égal à P que multiplie delta T. Ça signifie qu'un appareil d'1 watt qui fonctionne pendant 1 heure va consommer 1 watt-heure. Mais comme on n'est pas facturé en watt-heure mais des kilowattheures, ça revient à dire qu'un kilowattheure, c'est une machine de 1000 watts, alors qu'on doit diviser par 1000 pour avoir les kilowatts, puisque on travaille avec les mêmes unités, pendant 1 heure. OK? Donc, ce que je vais faire un petit jeu pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. J'offre 5 cartes de lavage et 5 pizzas aux 5 premières personnes qui me disent que si le temps était en secondes, quelle serait l'unité de l'énergie. Et maintenant, on va faire un petit calcul. Donc, imaginez les adeptes de l'aspiration du matin très tôt, que vous avez un aspirateur, sur la plaque signalétique, c'est marqué 2200 watts. Donc, la première chose à faire lorsqu'on va faire le calcul pour cette machine, c'est de convertir la puissance en kilowatts. Donc, on va faire 2200 divisé par 1000, ce qui va nous donner 2,2 kilowatts. Et maintenant, vous utilisez cet aspirateur 2 heures par jour. On prend le même chiffre et qu'on multiplie par 2. Donc, 2,2 multiplié par 2, ce qui va nous donner 4,4 kilowatts. Et comme nos factures sont éditées tous les 2 mois, imaginez que vous utilisez cet aspirateur pendant 60 jours. Donc, on va prendre 4,4 que multiplie 60 jours. 6 fois 4, 24 sur le machin, ce qui va nous donner 264 kilowatts. Et ce qu'on va faire maintenant, on va multiplier ce chiffre par le prix du kilowattheure, ce qui vaut 0,23, un truc comme ça. Donc, ce qui va faire 264 multiplié par 0,23, ce qui va nous ramener à 60 € et des poussières, 72. Alors, on parle de cette puissance-là si vous avez un compteur simple, puisqu'on a des facturations heure creuse, heure pleine. Bon, ça, c'est tout un tralala. Donc, en gros, c'est à ce que correspond l'énergie électrique.
Et maintenant, nous allons parler de ces fameuses voitures électriques, essayer d'estimer combien que ça fait pour faire un plein. Alors, calcul qui n'est pas aussi simple que lorsque c'était les voitures thermiques, où est-ce qu'il suffisait de savoir quel produit qu'on voulait, le prix du litre, et on avait une idée de combien de kilomètres qu'on voulait faire avec. Alors, ces voitures sont constituées de batteries à courant continu, donc ce n'est pas de l'alternatif, qui pèsent pratiquement 350 kg et qui vaut la moitié du prix de la voiture, avec une durée de vie estimée à 10 ans. Donc, on voit à peu près le travail. En sachant que ces batteries sont constituées de différents métaux, tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse. Alors pour le cobalt, c'est pratiquement 60% extrait en République démocratique du Congo. Je vous conseille de regarder un documentaire qui s'appelle Les forçats du cobalt et la face cachée du cobalt. Et on verra que ces voitures ne sont pas aussi vertes, écologiques, bons pour la planète, en carbone à zéro, comme on dit. Puisque pour extraire 1 tonne de cobalt, il faut 1 million de litres d'eau. Ce qui correspond à la consommation de 500 personnes d'eau en 1 an. On est d'accord? Alors, lorsqu'on entend le gouvernement dire qu'il va créer une usine de batteries en France et parti avec tous les problèmes énergétiques qu'on a et manque d'eau et tout, je vois malement qu'on gaspille autant d'eau pour fabriquer des batteries. Ensuite, alors, je disais que ces batteries, ce sont des batteries à courant continu. Donc, il faudra bien qu'on puisse les charger. Donc, on a 3 versions de charge qui sont proposées. Il y a un peu plus, bon, il y a pas mal de trucs, mais ils sont en train d'harmoniser tout ça. On a le petit modèle qu'on alimente chez nous via l'ICCB dans une prise de courant standard que beaucoup de constructeurs ne conseillent pas parce qu'ils ont peur pour l'échauffement et tout ce qui va avec. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on a mis dans la prise de courant, il convertit le courant alternatif en courant continu et ensuite il va charger les batteries. Alors, l'inconvénient de celui-là, c'est qu'il est limité par rapport à son câble à 10 ampères. Donc, on a un temps de charge qui est très long. C'est-à-dire, pratiquement, certains peuvent arriver à 20 heures. Donc, pour le temps de charge, ça dépend des modèles. Donc, ce n'est pas exhaustif ce que je dis. Et on a l'autre version qu'on appelle le wallbox. Le wallbox, c'est l'autre qu'on a à la maison qui, lui, est électronique puisque avec un peu d'intelligence puisqu'il va pouvoir calculer le temps de charge et de décharge, ce qui correspond à la batterie. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les nouvelles batteries qu'on a sont des batteries au lithium-ion. C'est-à-dire ce ne sont plus les batteries au nickel-cadmium ou les batteries hydrométalliques qui, eux, avaient un souci qu'on appelle l'effet mémoire. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir les charger ces batteries et augmenter leur durée de vie, on était obligé de les charger complètement avant de les recharger. Alors que maintenant, avec les nouvelles batteries en lithium-ion, on n'a plus besoin, on peut les charger, décharger comme on veut. Mais les constructeurs, justement, conseillent pour les nouvelles batteries de voitures de ne pas descendre en dessous de 10% de la charge et ne pas monter à plus de 80%, de façon à avoir une batterie qui dure beaucoup plus longtemps. Alors, en gros, lorsqu'on charge une batterie chez soi, il faut compter que ça revient à peu près à 2,60 €, 3 € pour 100 km. Alors que si on le recharge avec les super chargeurs comme celui de Tesla, qui lui a une puissance en courant continu de 240 kW, je crois un peu plus, il faut compter à peu près 5 minutes pour recharger. Bon, les chiffres et les valeurs, il y a plusieurs, donc on ne sait pas exactement. Donc, en gros, c'est à ce que correspond la charge d'une voiture électrique.